On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 5 manga et pour coller avec la thématique du 14 février, j'ai décidé de vous parler amour avec mes 5 shoujo favoris. Les shoujo sont un genre de manga s'adressant aux jeunes filles. On y retrouve généralement une héroïne qui va vivre une histoire d'amour. C'est un peu comme pour les shonen, ça peut être de la fantasy, de la science-fiction ou du fantastique, même si en général on en garde l'histoire de lycéens qui vivent un triangle amoureux, en fait ça peut être beaucoup plus que ça. Malheureusement, les shoujo souffrent d'une mauvaise réputation comme tout ce qui tourne autour des histoires d'amour, et même, j'irais jusqu'à dire tout ce qui s'adresse aux filles. On reproche souvent aux shoujo ces personnages féminins niais, ces paillettes et ces triangles amoureux, mais moi mes amis, je dis stop aux clichés et j'ai décidé de vous prouver avec 5 mangas que les shoujo c'est top 5. Je crois que mon numéro 5 c'est le meilleur qui soit pour briser les clichés puisque c'est un manga qui utilise les codes du shoujo pour mieux les déconstruire. Il s'agit de Switch Girl d'Eida Natsumi qui est à la fois un classique et un ovni du genre. Rien qu'avec le résumé, vous allez comprendre pourquoi. Dans ce manga, on suit Nika Tamiya, la fille la plus jolie et de ce fait la plus populaire de son lycée. Mais Nika cache un terrible secret, puisque dès qu'elle rentre chez elle, elle se met en mode off, donc horrible coiffure, lunettes immenses et jogging. Un jour, son secret est découvert par un garçon qui lui est pas sexy du tout avec des espèces de grosses lunettes d'intello, mais ce garçon se révèle également être un beau gosse en dessous de son costume, et il a donc un mode on et off comme Nika. On décortique avec ce manga tous les dictats de l'apparence, la mode, le maquillage, l'épilation, j'en passe et des meilleurs. À travers cette histoire qui peut sembler très superficielle, on traite de la différence et de l'acceptation de soi et des autres. Nika, pour être acceptée, elle est obligée de se camoufler, mais même le meilleur des camouflages peut pas cacher ce qu'elle est réellement à l'intérieur. Et pour pouvoir être heureuse, il va falloir qu'elle apprenne à s'aimer telle qu'elle est. En plus, Nika est hilarante. Elle est très éloignée de l'héroïne un peu adorable et agaçante qu'on a d'habitude. Elle fait des grimaces à se tordre de rire, elle est un peu crasse et elle fait plein de grosses conneries. Ça fait du bien d'avoir une héroïne comme ça, tellement éloignée de ce à quoi on est habitué. Tout le manga est complètement absurde avec des situations tellement surprenantes et stupides qu'elles en deviennent hilarantes. C'est grossier, tapageur, grotesque parfois et ça marche. Mais ça peut aussi devenir réellement touchant et ça pose des questions sur l'importance de l'apparence, sur les relations familiales, amoureuses, sur l'amitié. Switch Girl, c'est 25 tomes que vous ne verrez pas passer. Maintenant, on va vers quelque chose de moins déjanté, mais de pas commun pour autant. Je veux vous parler de Princesse Jellyfish d'Akiko Higashimura. C'est l'histoire de Tsukumi et de ses colocataires qui vivent dans une pension réservée aux filles. Elle et ses colocs sont des fujoshi ou filles pourries. Nice. En gros, elles ont toutes des passions très spécifiques qui vont des trains au vieux monsieur jusqu'aux méduses pour Tsukumi. Un jour, Tsukumi va rencontrer sa marraine la fée sous la forme d'un jeune garçon fan de mode qui va de fil en aiguille la convaincre de lancer sa propre marque de vêtements. J'adapte mes expressions. C'est une adaptation moderne de Cendrillon et je vous cache pas qu'on a cette scène insupportable où la fille, une fois bien habillée, bien maquillée, passe de moche à canon et a tout le monde à ses pieds alors que ces mêmes personnes l'ignoraient totalement quand elle était moche. Mais c'est justement par cette scène insupportable que passe le message du manga. Une fois transformées, les fujoshi verront pas tous leurs problèmes s'évaporer. Elles vont devoir se battre et travailler dur pour pouvoir se faire une place dans le domaine de la mode, et c'est pas parce qu'elles sont belles que leurs gènes et tous leurs problèmes sociaux vont se volatiliser. Tout ne passe pas par l'apparence et Cendrillon ne devra sa couronne qu'à elle seule dans ce manga. L'apparence devient juste un outil comme un autre et au final elles reviennent toujours à ce dans quoi elles sont bien. Par contre c'est dommage parce qu'on remet jamais en question le fait qu'elles doivent se camoufler pour pouvoir interagir avec les autres et on ne reproche jamais aux gens d'être bêtes avec elles juste parce qu'elles sont bizarres puis mal habillées. Mais ça reste un manga au message de base pas dégueu du tout et les fujoshi sont des personnages excentriques et très amusants qui rajoutent beaucoup d'humour à la série. Et puis l'histoire de jeunes filles qui sortent de leur bulle un peu étouffante pour échanger, trouver des objectifs à leur vie et créer, c'est pas carrément vendeur. Je vous ai déjà parlé du numéro 3, mais juste un peu. Blue Spring Ride d'Io Sakizaka. Jusqu'à présent, je vous ai présenté 2 shoujo plutôt intenses et hors de l'ordinaire et maintenant je vais vous présenter la base de ce qui fait un bon shoujo. Futaba commence tout juste le lycée et elle est déterminée à avoir un nouveau départ. Mais voilà qu'elle rencontre son premier amour, Ko, qui a déménagé avant même qu'il ait pu se passer quoi que ce soit entre eux. À côté de ça, elle va aussi former sa première bande d'amis et on va regarder leur quotidien, leurs disputes, leurs amours, etc. C'est doux, c'est tendre, on reste dans le cadre de vie de ces lycéens normaux, leurs questionnements sur l'amitié et sur l'amour.
Il faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, Yu Sakizaka réussit à rendre le tout extrêmement véridique. Je crois qu'il y a quelque chose, même si je saurais pas dire quoi exactement dans les dessins, qui permet de transmettre hyper efficacement les émotions. Tout est en demi-teinte, les personnages sont complexes et on décortique leurs motivations et leurs émotions de manière à ce que le lecteur comprenne bien leurs dilemmes. Il y a une vérité qui se dégage de cette série et je crois que c'est ce qui la rend si bonne. Tout est mignon et doux, mais on n'a pas de grands yeux brillants et de paillettes exagérées. On y croit. En plus, on se retrouve avec un groupe d'amis rendu encore plus touchant par l'authenticité ambiante. Ils formeront peu à peu un groupe soudé, mais qui n'est pas dépourvu de mésententes et de tensions. Cependant, on vire jamais dans le mélodrame et dans les disputes exagérées. Tout est dans la justesse et la délicatesse. Alors, si vous voulez un bon shoujo classique, juste comme il faut, je vous conseille de foncer. Numéro 2, Librairie Wars. C'est une série de manga signée par Kihiro Yumi, mais adaptée de light novel écrit par Hiro Akirawa. Si le terme light novel vous intrigue, je vous suggère d'aller voir la vidéo de Sita à ce sujet. On se retrouve dans un futur pas si lointain au Japon, où une nouvelle loi a été mise en place. Il s'agit de la loi d'amélioration des médias qui permet d'appliquer une censure drastique sur les livres, les revues ou les journaux qui ont un contenu jugé sensible. Afin de lutter contre cette censure, les bibliothèques se sont dotées d'un corps militaire. Notre héroïne, Iko Kazahara, est la première femme à rejoindre ce corps militaire. Elle a décidé de l'intégrer quand un des membres l'a sauvée quand elle était petite. Iko est sans aucun doute un de mes personnages féminins de manga préférés. Elle réfléchit pas beaucoup, elle est fonceuse, carrément badass et un peu maladroite. Elle est aussi souvent traitée de garçon manqué et elle a beaucoup déçu ses parents parce qu'elle n'est pas la petite poupée parfaite qu'ils rêvaient d'avoir. On a là un personnage qui re-questionne les normes et les pressions mises sur les filles au Japon, alors moi, à ça, je dis oui! En plus, c'est un élément comique. Elle a tendance à se mettre dans des situations pas possibles et à s'attirer les foudres de ses supérieurs. Mais grâce à ses indéniables dons, elle va réussir à intégrer une équipe d'élite, dans laquelle il y aura l'insupportable Dojo, son supérieur direct, qui est un peu une version masculine mais avec un air de bœuf d'Iku. Et sous ces airs revêches, évidemment, se cache un cœur tendre et attentionné. La série a donc une intrigue qui se situe dans ce contexte où la liberté d'expression est mise en danger. Elle réussit à jongler avec habileté entre ses histoires d'amour et ses scènes d'action. On n'a jamais l'impression qu'il y en a une qui prend le pas sur l'autre et donc que l'univers ou l'action pourrait être plus développé s'il n'y avait pas l'histoire d'amour. Il y a un équilibre parfait. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est qu'à aucun moment on aborde des sujets vraiment sensibles. Avec le thème de la liberté d'expression, c'était pas les sujets qui manquaient, mais on se limite généralement à des problèmes sans réelle problématique pour le lecteur. Par exemple, on a tout un arc sur le mot coiffeur qui est jugé problématique par la loi d'amélioration des médias. On aurait quand même pu aller plus loin. Mais le sujet de la censure est quand même abordé et ça, c'est déjà pas mal. Et puis, on défend l'idée comme quoi que c'est en censurant des petites choses de manière quasiment invisible qu'on se donne le droit de nuire à la liberté d'expression sur un spectre plus grand. Librairie Wars est un shoujo plein d'action, d'humour, avec sans doute mon couple préféré de tous les shoujos que je vous présente, et une héroïne déterminée, badass, drôle et pétrie de justice. Bon, on arrive à mon numéro 1 et si vous me suivez depuis un moment, vous devez déjà savoir qui est l'heureux élu. Je veux vous parler du manga Fruit Basket de Natsuki Takaya et je crois que je peux dire sans trop hésiter qu'il s'agit de mon manga préféré de tous les temps. En plus d'être celui qui m'a fait découvrir les mangas. Toru, jeune lycéenne, est une orpheline qui se retrouve à la rue. Pour inquiéter personne, elle vit dans une tente en secret. Mais il se trouve qu'elle a planté sa tente sur le terrain de Shigure, Yuki et Kyo. Les vrais comprennent, qui sont membres de l'illustre famille Soma. Pour plusieurs raisons, Toru finit par aménager chez eux. Mais la famille Soma souffre d'une malédiction, effectivement. 13 d'entre eux se retrouvent transformés en animaux du zodiaque chinois quand une personne du sexe opposé les serre dans leurs bras. Ouais, 13, il y a le chat en bonus. Fruit Basket est un classique du shoujo. Donc, si vous aimez le genre et que vous l'avez toujours pas lu, je vous donne la permission d'arrêter cette vidéo et de courir pour aller le lire. C'est une série qui se rapproche de la fresque livresque. Tout au long des 23 tomes, on va découvrir chacun des 12 personnages atteints par la malédiction. On va découvrir leur passé, leurs problèmes et on va se plonger dans une véritable introspection pour chacun d'entre eux. On cherche à se rapprocher du cœur du problème de la famille Soma qui est engluée dans ses malheurs et dans laquelle règne une ambiance oppressante. Ses membres sont profondément malheureux et Toru, au final, en rentrant en contact avec cette famille, va glisser le doigt dans l'engrenage.
Et en même temps, malgré ses nombreux drames, Fruit Basket reste une série extrêmement drôle. Les blagues fusent et les personnages souvent excentriques, une fois mis ensemble, échangent des répliques mordantes et tordantes. J'adore les œuvres qui parviennent à mélanger drame et humour et Fruit Basket est clairement un maître en la matière. La diversité des personnages et de leurs émotions, leurs situations et leurs contraintes permet d'aborder un nombre immense de sujets. Admiration et envie poussées jusqu'à la compétition. Culpabilité d'avoir abandonné quelqu'un ou de s'être senti soulagé de la souffrance d'autrui. Le sentiment de devoir protéger une personne chère. L'impression de devoir s'excuser d'exister. La certitude de n'avoir aucun avenir. Ne rien pouvoir faire pour celui ou celle que l'on aime. Souffrir de la pression parentale. Là, je fais juste survoler quelques-unes des problématiques posées par ce manga. Chaque fois, on explore en profondeur les différentes thématiques. Fruit Basket a un nombre incroyable de leçons de vie, de réflexions et de solutions. Pour pouvoir traiter de tout ça en 23 tomes, Fruit Basket a une construction géniale. Chaque tome apporte une évolution dans la situation des personnages et dans le mystère Soma, avec juste ce qu'il faut d'épisodes plus légers pour pouvoir respirer. On n'a jamais un sentiment de remplissage ou de moments inutiles, tout est toujours pertinent et ça fait du bien. Malgré ses dessins un peu vieillis, Fruit Basket reste selon moi un incontournable et une œuvre d'une grande qualité. D'ailleurs, rien qu'à en reparler, j'ai un petit peu envie de toutes les relire. C'était mes 5 shoujo préférés. J'espère vous avoir donné envie d'en découvrir certains, malgré la mauvaise réputation qui colle malheureusement sur les shoujo. Je trouve qu'au final, les shoujo et les shonen ont les mêmes défauts. Les deux sont prisonniers dans les codes de leur genre. Mais ils ont l'avantage d'avoir des personnages féminins plus intéressants et plus développés. Ouais, parce que rien que dans mes 5 shonen favoris, il n'y a que Fullmetal Alchemist qui a des personnages féminins vraiment intéressants. C'est pas un ratio super cool, hein. Je vous souhaite une bonne lecture et à très bientôt!